Quand on pense duo dans le rap et plus particulièrement dans le rap français, il y a pas mal de noms qui peuvent venir à l'esprit. Et ce, à juste titre, tellement l'impact de certains a été conséquent autant sur la manière de rapper que de représenter la culture rap. En revanche, parmi tous les blasts qu'on pourrait citer, il y en a un qui s'évasse un peu trop souvent des discussions, surtout vis-à-vis de la nouvelle génération d'auditeurs de rap à laquelle j'appartiens d'ailleurs, malgré l'importance considérable de celui-ci dans le rap français et sa représentation médiatique. Ce duo, il s'appelle Arsenic et aujourd'hui, j'ai décidé que ça y est, c'est bien d'apprécier les nouvelles sorties et les nouvelles têtes qui pop chaque jour, mais faut rendre hommage à ceux qui ont rendu ça possible. Ceux qui rappaient quand c'était pas à la mode, ceux qui étaient vus comme les acteurs d'une sous-culture, mais qui, à force de travail et de persuasion, ont fait de ce genre musical le plus écouté en France en 2025. Bref, aujourd'hui on parle d'un duo qui boxe avec les mots, un duo du rap français qui a su marquer son empreinte depuis une trentaine d'années et qui a influencé un tas de rappeurs. Mais installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'Arsenic. Hop, comme d'habitude, je te prends juste 2 minutes pour te dire de t'abonner, d'aimer la vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir. En plus de ça, il y a une vidéo qui sort samedi prochain, donc je sais pas ce que t'attends. Vous êtes toujours 95% à me regarder sans être abonné, je le répète à chaque vidéo, mais ça bouge pas. Ah, c'est bon, l'instant promo il est fini, on peut revenir à Arsenic. Tout commence dans les années 70 au Congo-Brazzaville, lorsque les deux frères Gaelino et Kalboni Mbani vont voir le jour. Alors, j'ai pas trouvé précisément en quelle année Kalboni est né, mais pour Gaelino, c'est en 1974, et on sait que Kalbo est le grand frère, donc il est né pas très longtemps avant. Mais bon, ça a pas vraiment d'importance. Bref, les deux frères qui sont issus d'une famille de 9 enfants, 5 filles, 4 garçons, ils vont grandir d'abord une première partie de leur vie au Zaïre avant de déménager à Bordeaux, puis Lyon, puis Aubonne, puis Tremblay, puis Villiers-le-Bel. Ouais, ils aiment pas trop rester longtemps au même endroit visiblement. Au final, c'est en 1982 qu'ils vont vraiment poser leur bagage à Villiers-le-Bel et à partir de là, ça y est, leur vie de quartier va commencer. Ils sont des amis, ils traînent à droite à gauche et rapidement ils vont tomber dans un truc qui est en pleine expansion dans les années 80 et 90, qui est à savoir le hip-hop. Alors je dis bien hip-hop puisque à l'époque, le hip-hop c'était absolument pas que le rap, même très loin de là. Si aujourd'hui on assimile le hip-hop quasi exclusivement qu'au rap, à l'époque c'était pas du tout le cas, t'avais plein d'autres disciplines, qui existent toujours d'ailleurs, mais qui sont beaucoup moins mises en avant. T'avais les breakers, les taggers, les DJ, les MC qui portaient cette culture, et les MC, donc les rappeurs en gros, c'était même pas ce qui était le plus populaire dans le hip-hop à ce moment. Pour te dire, des rappeurs comme Kariz, Booba ou encore Waynock étaient breakers avant d'être rappeurs, tellement c'était un truc stylé. Et d'ailleurs, ça va pas louper puisque les deux frères qui grandissent dans l'émergence de cette culture, ils vont se mettre à la danse, et ça va être leur premier vrai pas dans le hip-hop. Rapidement, ils vont commencer à pas mal se débrouiller du tout, à tel point qu'un éducateur de leur quartier va leur faire une première proposition très marquante, celle de les emmener en Hongrie pour performer leur premier show sur scène. Faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas du tout commun de partir à l'étranger pour du hip-hop, c'était juste une occupation qu'ils avaient dans leur quartier, ils pensaient sincèrement que ça irait jamais plus loin que ça. C'était avant tout quelque chose qu'ils faisaient par passion, ils avaient absolument pas l'intention d'en vivre ou quoi que ce soit, et partir aussi loin de chez eux, c'était une consécration folle pour juste du hip-hop qui en était à ses tout débuts. Bref, ni une ni deux, ils vont accepter en mentant un peu à leurs parents, ils vont faire quelques scènes à droite à gauche, ils vont faire leurs armes de manière un peu plus poussée, et quand ils vont rentrer, ça va être les rostas du quartier. Ils vont faire pas mal de bruit dans le 95, on entend comme quoi ces mecs de Villiers-le-Bel, ils sont allés jusqu'en Hongrie pour danser, et tout de suite on commence à les prendre clairement plus au sérieux. À cette époque, il y avait déjà quelques mecs du 95 qui dansaient et qui passaient sur TF1, mais là, ils gagnent le respect de leur père, et ça va leur permettre de faire leur première rencontre qui va changer leur carrière à tout jamais. Cette rencontre, c'est avec un certain DJ Desh, un mec qui était déjà pas mal en place à l'époque, et qui était DJ d'un collectif que tu connais peut-être et qui faisait pas mal de bruit, le Ministère Amer. Leur rencontre, elle va se faire à une soirée, le feeling va bien passer, et Desh va inviter Arsenic chez lui pour écouter quelques prods, eux qui en recherchaient. Ils vont écouter assez attentivement, ils vont poser leur texte, et ça donne ça. Approche, je fais sonner les cloches de l'au-delà. L'esprit des tuyaux revient plus assoiffé que Dracula. Et même si le silence est d'or, je ne peux l'affirmer. M'affirmer dans la discrétion, jamais autant m'enfermer. C'est le baltrap sur les baltringues avec balai flingue. Mon trip, c'est le baltrap sur les baltringues avec balai flingue. Ce morceau, ça va être les premiers pas au studio d'Arsenic, un morceau qu'ils vont décider d'appeler Boltrap et qui va paraître sur la compilation L'art d'utiliser son savoir en 1995, un projet où on pourra entre autres retrouver dessus Driver et Stomy Bugsy. Alors si aujourd'hui les compiles c'est plus forcément un truc hyper d'actualité, à l'époque c'était un super moyen pour se faire connaître. Si t'apparaissais sur le projet qui comportait aussi quelques têtes connues, tu bénéficiais de la visibilité de ces mecs là et les gens pouvaient te découvrir par la même occasion. Aujourd'hui avec le streaming c'est plutôt les playlists qui ont repris ce rôle là, mais à l'époque c'était un des meilleurs moyens pour te faire connaître en plus d'être un des moins chers. Parce que ouais, sortir un projet à ton nom ça coûte cher et là avec un seul single tu peux avoir autant si ce n'est plus de visibilité grâce au nom présent sur la pochette. Bref, ce morceau c'est donc le premier d'Arsenic ou plutôt d'Arsenic. Ouais, parce que de base ils avaient pas de nom, ils rappaient juste vraiment pour le kiff et quand Dead les a appelés pour leur dire les gars on met quel nom sur la pochette, ils ont réfléchi 2 secondes et ils se sont dit on va s'appeler Arsenic. Parce que Arsenic,
Mais du coup, maintenant, on peut se poser une question avec ces trucs de compile et tout, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour passer de breaker en Hongrie à rapper aux côtés des DJ du ministère amer? Et surtout, ils sont combien dans Arsenic? Eh bien, de base, ils étaient un peu plus nombreux. Initialement, il y avait Calbo, Lino et Reti, aka Reti Bonap. Mais malheureusement, après l'incarcération de ce dernier, le groupe a changé, passant de Calbo, Lino et un troisième membre du nom de Tony Truant qui était accessoirement leur cousin. Et ensemble, de base, comme je t'ai dit, ils étaient dans le hip-hop, donc certes, ils breakaient, mais ils taguaient et ils rappaient aussi. D'ailleurs, c'était Lino qui était plus à fond là-dedans que son grand frère et son cousin, et c'est de fil en aiguille qu'ils ont commencé à se tourner vers cette discipline au détriment de la danse. Bref, tout ça c'est cool, on a nos réponses maintenant, mais concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte cette première apparition? Et avec ce premier morceau, ils vont taper dans l'œil d'un certain Jérôme Ebella que tu connais peut-être sous le nom de Kenzie et qui est à l'époque le manager du groupe Ministère Amer. Ce fameux Kenzie, il est bien convaincu de ce qu'il a entendu sur la compile de DJ Dash et il demande donc à Arsenic de venir chez lui à Sarcelles pour discuter d'un projet qui pourrait peut-être bien les intéresser. Arsenic va donc s'y rendre et rencontrer Kenzie dans le hall de son bâtiment qui va leur expliquer son projet. Et son fameux projet, c'est de monter un collectif du nom de Sector A. Un collectif de rappeurs issus du 95 comme les Stommy Bugsy, Passy, même si à terme d'autres rappeurs non issus du Val d'Oise les rejoindront comme Doc Gineco ou Pete Bacardi. Pour Arsenic, c'est l'occasion de commencer à vraiment se faire une place dans le rap game, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas internet. Donc avoir l'opportunité de se rattacher au collectif le plus connu du 95 à cette époque, qui est à savoir le Ministère Amer, c'est une occasion à ne surtout pas louper. Kenzie va donc les convaincre au point même où les deux frangins arrêteront leur travail et maintenant le plan il va être très simple. Enchaîner les compiles avec le Sector A et les différents membres du collectif pour se faire de l'XP et monter leur hype. Comme ça, une fois que le public les aura découverts et que l'attente sera à son paroxysme, ils sortiront leur album et là ce sera un classique obligé. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. On va les voir en featuring de partout, Stommy Bugsy, Doc Gineco, Neg Marron, on va les voir sur la compile Hostile Hip Hop aux côtés de Lunatic. Bref, Arsenic se pave petit à petit son chemin et gagne en crédibilité, même si en 1996, Tony Truant quitte le collectif, ne laissant que ses deux cousins, Calbo et Lino, dans le groupe. Chaque apparition fait un peu plus résonner leur nom sur la scène du rap français, et maintenant on arrive en 98. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont fait leur premier pas au stud sur la compile L'Art d'utiliser son savoir. Leurs collègues du Secteur A ont pour certains explosé, et l'heure de sortir leur premier album se fait de plus en plus ressentir. Calbo et Lino le savent, ils doivent sortir leur premier projet, et pour ça ils vont partir en séminaire pour le produire. Maison avec piscine, cuisinier et domestique, ils vont s'isoler dans les meilleures des conditions pour atteindre leur plein potentiel pour le premier album d'Arsenic. Et ça va pas louper puisque malgré toutes les distractions, ils ne se baigneront pas une seule fois dans la piscine et ce pour par la suite sortir un des plus grands albums de l'histoire du rap français. On est donc le 5 juin 1998, soit très exactement 5 jours avant le début de la Coupe du Monde 98. À ce moment, le rap, lui, aura connu quelques sorties plutôt sympas comme That's My People de NTM, Opéra Puccino de Oxmo ou encore Où je vis de Shuriken. Mais malgré tous ces beaux albums parus cette année, le rap français va assister à la sortie d'un autre qui lui aussi deviendra un classique et pas des moindres, Quelques gouttes suffisent. Sorti le 5 juin 1998, cet album c'est le fruit de plusieurs années de travail des deux frères aux côtés du Secteur A. C'est le premier album de leur carrière et il faut qu'on parle 2 minutes d'à quel point c'est un giga classique. À une époque où le rap français connaît un premier âge d'or, qui plus est où certains de ses acteurs sont les proches d'Arsenic, comme Doc Gineco qui a sorti 2 ans avant l'immense Première Consultation, ou encore Stommy Bugsy avec Le Calibre qu'il te faut, Arsenic débarque avec leur premier projet dans cette immense année du rap français, et ce déjà à partir du 5 juin, malgré le fait que les autres rappeurs à ce moment, ils ont pour la plupart tous déjà sorti un ou plusieurs projets. Arsenic, eux, qui certes étaient attendus, ils arrivent mine de rien avec leur tout premier projet, et ça c'est bon de le rappeler. Certes, ils ont posé sur des compiles, des featuring à droite à gauche, mais là c'est un tout autre exercice auquel ils sont confrontés, qui est à savoir pas seulement faire un bon couplet chacun sur le morceau d'un copain, mais de véritablement faire un album. Et ça, ça veut dire avoir un fil conducteur, avoir une identité lyricale et musicale, aligner une dizaine ou une quinzaine de morceaux, surtout vu l'engouement qu'ils avaient à l'époque, fallait vraiment pas se louper. Et spoiler alert, ils vont très bien le faire, et ce en partie grâce à un mec qui va aussi faire de cet album ce qu'il est devenu, un certain Jimmy Finger. Ce Jimmy Finger, ils l'ont rencontré en 97, et ça va devenir leur beatmaker attitré, le mec avec qui l'alchimie va parfaitement passer, et celui qui va en partie réaliser l'album d'ailleurs. La manière dont Jimmy apporte les samples et les différentes sonorités pour construire un projet avec une véritable identité est parfaitement maîtrisée, et ça permet d'avoir des morceaux hyper variés sur le projet qui de 1 donnent une bonne profondeur et de 2 pas du tout la sensation de tourner en rond. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Tu prétends faire du rap sans prendre position. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats m'émergent sur le beat de poison poisson. On prend les risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco, Miss Pointe, j'ai ton disquaire. En plus
plus de cette belle variété musicale, on peut aussi parler du rap pur et dur du duo, en particulier de Lino. Parce que ouais, c'est cool d'avoir un bon contexte, des belles prods, tout ce que tu veux, mais quand même, ce qui fait un bon album de rap, c'est avant tout la capacité à bien savoir rapper. Pour le coup, en termes de technique, de schéma de rime et même de gimmick avec le célèbre tch, Arsenic mange à la table des meilleurs de ce domaine à une époque où le rap était quand même vachement plus scolaire. 1998, on l'a dit, c'est une très belle année du rap, mais ce rap-là, il est particulièrement marqué par des kickers et des lyriciens qui sont encore considérés aujourd'hui comme parmi les meilleurs de l'histoire du rap français. Je pense évidemment à Kerry James avec Ideal J et Le Combat Continue, Fab avec Détournement de son, les X-Men avec Les Jeunes Coupables et Libres, enfin bref, cette année, elle est marquée par des très bons lyriciens et Lino en fait totalement partie. D'ailleurs, un autre fait d'arme de cet album qui n'est pas forcément pointé du doigt, mais qui a eu un impact considérable sur la culture et l'identité des banlieues, c'est la cover. Ouais, ça paraît bête dit comme ça, mais cette cover, elle a eu un impact fort sur le style vestimentaire des mecs de banlieue. À une époque où le rap carry dominait et influençait tout le rap français, bah forcément, ça a aussi influencé sur le style vestimentaire. Tout le monde portait des sapes ricaines bien gelards influencés par les rappeurs carry, et Arsenic, eux, c'est les premiers à avoir choisi de porter des marques françaises, du moins particulièrement une, qui est à savoir Lacoste. Si par la suite, la marque a eu une place aussi importante dans la culture des banlieues en France, bah ça part clairement d'Arsenic qui, dès leur départ, arborait fièrement Lacoste et qui d'ailleurs par la suite deviendront même égérie. C'est quand même fou de se dire que sans eux, peut-être que l'expression lacostéenne n'aurait jamais vu le jour. Et rien que pour ça, je suis désolé, c'est quand même un gros point. Bref, cet album, c'est clairement un incontournable du rap français que tu dois absolument écouter si tu l'as jamais fait et qui a fait passer Arsenic dans une dimension complètement supérieure. Pour rappel, il y a quelques années, c'était juste un groupe de breakers qui faisaient ça pour s'amuser et qui sont devenus des stars de leur ville. Et ils sont présents dans tous les magazines, sur toutes les radios, et ils vont même taper le disque d'or. Ah oui, et juste pour préciser, à l'époque, le disque d'or, c'était 100 000 copies vendues, contrairement à 50 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui se sont déplacées physiquement pour acheter leur album. On parle quand même d'un score que certains rappeurs ne font même pas aujourd'hui, alors que maintenant, il y a le streaming. Bref, Arsenic, à ce moment, ils ont une popularité de fou, que ce soit médiatiquement comme artistiquement, ils en sont conscients, et ça, ils vont le mettre à profit pour établir un nouveau projet artistique pour aller encore plus loin dans leur processus musical. Et ouais, fidèles à leurs racines, après le gros succès de Quelques Gouttes suffisent, Arsenic va rejoindre un collectif de hip-hop franco-congolais que tu connais peut-être du nom de Bissona Bisso. Bissona Bisso, ça signifie entre nous en lingala, qui est donc un collectif composé d'Arsenic, mais aussi de Passy, qui est d'ailleurs leur cousin. On trouve aussi Mystique, Benji ou encore Deux Balles, et ce groupe avait pour ambition de mixer le rap français avec la musique africaine, et franchement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Tête traînée, superstar au pays. Oui, fou, nourri au foufou, à la fête, le bison envahit fou. 100% Congo, Weston, Croco, les coucous comme Rocco, il laisse croquer les go. Le morceau, il a quand même 26 ans cette année et je trouve qu'il s'écoute encore super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que franchement, ça vieillit plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant aussi avec ce projet et même ce groupe, c'est de pouvoir collaborer avec les racines musicales des rappeurs, pouvoir apporter les sonorités de leur pays d'origine ou du moins de l'Afrique noire en collaborant avec des grands artistes comme Ismaël Lo ou Manu Dibango, dans un contexte où les tensions internes du pays étaient déjà bien présentes. Ce concept de faire des groupes, des albums communautaires ou même collaborer avec les artistes de son pays d'origine, c'est quelque chose qui influencera pas mal d'artistes du rap français, comme récemment Gradure a pu le faire avec le morceau Free Congo, ou même Dinos sur Taciturne qui a pu collaborer avec Manu Dibango, eux qui sont tous les deux camerounais, deux doigts là d'ailleurs. Enfin bref, cette partie de leur carrière est souvent un peu trop évincée, alors qu'elle est quand même vachement importante pour eux, même d'un point de vue humain, puisqu'ils ont quand même passé une partie de leur vie au Congo-Brazzaville. Dorénavant, grâce à Arsenic, ils sont connus des jeunes de leur quartier, mais maintenant, grâce à Bissona Bisso, ils sont aussi connus de leur tantine du bled, ce qui fait la fierté de la famille. Bref, toutes ces épopées musicales, c'est cool, Calbo et Lino peuvent désormais vivre de leur passion très décemment, eux qui ne pensaient pas que cela soit possible quelques années auparavant. Ils font d'ailleurs un autre petit virage de carrière avec encore la création d'un collectif du nom de Noyau Dur avec toujours les mêmes gars du secteur A. Mais là, les années 2000 ont débuté et forcément, plus le temps passe, plus aussi prennent de l'âge et de la maturité. Ils commencent à avoir des enfants, ils commencent à bien gagner leur vie, ça y est, maintenant ils se comportent plus comme à leurs 20 ans, ce qui est tout à fait normal. Et cette entrée dans le nouveau millénaire, ça va laisser la place à un nouveau chapitre dans la carrière d'Arsenic. On arrive maintenant dans les années 2000. Arsenic a toujours bien la cote, et ce autant pour leur rap en France que leur rap au bled, et maintenant il va être temps pour eux de sortir leur deuxième album. Et ouais, parce qu'entre Bissona Bisso et les concerts partout en Afrique, en Europe et même au Canada, ou encore le Noyau Dur, le secteur A et les apparitions à droite à gauche sur les compilations de tout le monde, ça fait depuis 1998 que Arsenic n'a rien sorti à son propre nom à force de collaborer partout avec tout le monde. Et juste pour que tu aies un petit ordre d'idée d'à quel point il collaborait vraiment avec tout le monde, entre la sortie de Quelques Gouttes suffisent en 1998 et leur prochain
prochain album en 2002, on recense environ 68 apparitions sur des featuring ou des projets. Oui, bon, vraiment, ils kiffent ça de fou. Bref, c'est donc le 2 avril 2002 que Calbo et Lino vont revenir avec leur deuxième album du nom de Quelque chose a survécu. Ce projet, il est un peu moins sauvage et fougueux que le premier, et ce parce que le duo prend de l'âge avec le temps, et forcément à quasi 30 ans, tu rappes plus pareil qu'à ta vingtaine, ce qui est complètement normal. Bon, on retrouve quand même le canapé sur la cover, l'essence d'Arsenic reste toujours présente et atteint une forme de maturité musicale, et cette maturité musicale, elle s'incarne d'un featuring avec Rizei du Wu-Tang, qui est un gros step-up dans leur carrière, en plus d'être une concrétisation. Le Wu-Tang et globalement le rap de New York, ça a toujours été des influences qui n'ont jamais nié et dont ils ont tiré certaines sonorités pour construire les leurs. Si tu reviens 10 ans en arrière, à l'époque où ils allaient briquer en Hongrie, il y avait un monde où ils dansaient sur du Wu-Tang, et 10 ans plus tard, ils collaborent avec un de leurs membres chez eux en France. Mais malgré ça, l'album va quand même bien se vendre, il faut le notifier. On tourne aujourd'hui en 2025 autour des 200 000 copies vendues physiques, ce qui est pas rien du tout. En revanche, voilà, après cet album, Arsenic va clairement réduire la cadence et ce sera d'ailleurs le dernier de leur carrière. Calbo et Lino vont continuer leur chemin, mais de manière séparée d'Arsenic. Ils vont, comme ils l'ont toujours fait, poser à droite à gauche. Peu de temps après, en 2005, le secteur A va être placé en liquidation financière et cessera donc d'exister, du moins juridiquement. Et à partir de là, ça y est, c'est un peu la fin d'Arsenic, entre grosses guillemets, du moins de la manière dont on l'a connu avant. Ils sortiront un projet commun en 2012 avec 2 balles du nom de Philosophie des pare-chocs, mais globalement maintenant, si on doit parler de Arsenic, c'est de Calbo tout seul et de Lino tout seul. Et du coup, justement, c'est après Arsenic. Qu'est-ce que ça a été pour les deux frères? Et commençons d'abord par Lino, celui qui a eu la carrière solo la plus complète, on va dire. Lino, depuis 2002, c'est 3 projets, dont 2 officiels, à savoir Paradis Assassine en 2005, puis Radio Bitume, qui est le fameux projet non officiel. D'ailleurs, faut qu'on parle de cette histoire 2 minutes parce qu'elle en vaut le détour. De base, c'était juste un projet avec des maquettes de Lino, donc des morceaux non terminés, et puis elle est sortie sans son consentement. Genre, elle est sortie par je ne sais quel moyen, ce qui vaudra d'ailleurs du coup un boycott de la part de Lino sur son propre projet, qui n'est pas vraiment le sien du coup. Avec ce projet, du coup, je sais pas si vraiment on peut le compter, enfin bref. On ajoute aussi Requiem en 2015, qui évidemment comportera un featuring avec son frère, du nom de Ne m'appelle plus rappeur. Côté apparition, il va pas lésiner, on va le retrouver sur DUC de Booba, sur Prosélite de Medjin, dans le Classico organisé, et très récemment dans le Kintsugi de Dinos. C'est clairement un rappeur qui a archi bien vieilli, que ce soit autant musicalement que sur la transmission qu'il a faite aux générations plus jeunes que lui. C'est beau et appréciable de sa part de voir qu'il évolue avec le rap et qu'il le boude pas en mode le rap c'était mieux avant, puisque 26 ans après la sortie de son premier projet, qui est quand même très scolaire, très boom bap, tout ça, il arrive quand même à collaborer avec un Dino sur Kintsugi qui est vachement plus expérimental mine de rien. Et rien que pour ça, je suis désolé, on peut clairement dire que Lino c'est un des plus grands rappeurs français de tous les temps. Bref, tout ça c'est cool, Lino c'est un mec qui se renouvelle, etc. Mais du coup, Calbo, qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Et Calbo il va être un peu plus discret musicalement, il va quand même collaborer sur pas mal de morceaux, mais surtout entre 2002 et 2010, contrairement à son frère qui lui a continué par la suite. Mais c'est surtout en 2021 que Calbo va refaire parler de lui en sortant un livre du nom de Quelques gouttes de plus, dans lequel il résume un peu plus de 20 ans de carrière dans le rap et toutes ses histoires depuis le début de son aventure. Il y a plein de trucs intéressants à savoir et d'anecdotes improbables, comme la fois où Arsenic a rencontré Nelson Mandela. Oui, tu m'as bien entendu, ce jour de l'humanité est bel et bien arrivé, et d'ailleurs il le raconte dans son livre, donc si tu veux, le lien est en description. Et en plus de ces histoires qu'il détaille dans son livre, il parle aussi de morceaux qu'il n'a jamais sortis, ce qui par souci de cohérence l'a poussé à sortir un projet en 2022. Ah ouais, si tu parles de morceaux qui sont jamais sortis dans ton bouquin et que tu laisses pas la possibilité au lecteur de pouvoir les sortir, c'est un peu bête. Et c'est ce qui l'a poussé à sortir l'album Quelques gouttes de plus, comme le nom de son livre, en 2022. Bref, après plus de 30 ans depuis leur première apparition sur l'art d'utiliser son savoir, Arsenic est un groupe qui a su, malgré tous les changements, traverser les époques sans changer quoi que ce soit, et c'est probablement leur plus grande force. Le fait de toujours rester pareil et d'accepter autant de collaborations et de projets juste par amour du rap, ceux malgré le succès, ont clairement fait l'essence de leur longévité. Voir des artistes autant bien vieillir et autant respecter certains rappeurs qui pour certains n'étaient même pas nés à l'époque où eux ont commencé à rapper sans faire les vieux cons réticents en mode c'était mieux avant, c'est clairement tout ce qu'il y a de meilleur. Voir des mecs passionnés qui aiment, qui considèrent et qui transmettent la culture, ça fait clairement d'eux un des meilleurs duos de l'histoire du rap français. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les brothers. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de commenter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez aimé au moins un minimum. Nous, on se dit à samedi prochain. Bisous, bonheur.